Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc passer une heure sur ce qu'on appelle maintenant les webinars sur les banques et dettes souveraines, les liaisons dangereuses. Donc, c'est un thème vraiment d'actualité qui touche à plein de problématiques. Alors, ce webinar vous est proposé par l'AFGES. Donc, l'AFGES est une société de formation sur tout ce qui est comptabilité, réglementation, risque, contrôle interne, gestion des banques, des assurances, des entreprises d'investissement. Et en fait, nous proposons donc ces formations à, bien sûr, les banques, les assurances et entreprises d'investissement, mais aussi les superviseurs et les commissaires aux comptes. Donc, ces formations ont lieu en français ou en anglais. Elles peuvent avoir lieu en France, elles peuvent avoir lieu à l'étranger, en présentiel et en distanciel. Alors, cette présentation de la problématique des banques et dettes souveraines, donc les liaisons dangereuses, donc ça va se faire suivant le format suivant. Donc, nous allons commencer donc à 17h45. L'exposé avec les questions va durer à peu près 45 minutes. On n'est pas à 5 minutes près, mais 45 minutes. Et puis, on terminera par 10 minutes ouvertes où il y aura peut-être des questions. Et puis, il faut toujours un petit peu quelques minutes d'ajustement par rapport au temps que nous avons prévu. Donc, normalement, vers 18h45, eh bien, le webinar prendra à peu près fin. Voilà. Alors, pour nous parler, eh bien, vous pouvez écrire sur le chat. Donc, vous avez un chat et vous pouvez écrire toutes les questions. Et alors, j'en suis désolé à l'avance si on ne répond pas à toutes les questions, mais on va essayer de récupérer le maximum de questions. Je les poserai donc à la personne donc, qui va se présenter, qui est notre spécialiste du thème, donc à Alain Gnacia. Et puis, eh bien, il vous répondra. Donc, ces questions, on les posera à la fin de chaque slide. Je les récupérerai et on les récupérera à peu près et on les posera à la fin de chaque slide. Chaque slide étant à peu près un thème donné de cette présentation. Alors, le webinar est enregistré et donc il sera mis à disposition automatiquement aux personnes qui se sont inscrites. Et pour les personnes qui voudraient y avoir accès après donc le webinar, eh bien, ils peuvent y aller sur notre site AFGES. Donc, vous vous connectez sur AFGES, Actualité, et là, vous pouvez récupérer le webinar. Écoutez, je pense que au niveau administratif, au niveau organisation, j'ai tout dit. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'abord on se présente. Donc, je donne 2 secondes la parole à Alain qui se présente. Je me présenterai et puis ensuite, eh bien, nous commençons ce webinaire. Alain, quelques mots de présentation. Bonjour, bienvenue à tous en fait pour ce webinaire. Donc, on organise à l'AFGES sur cette thématique des banques et dettes souveraines. Donc, je suis Alain Gnacia, je suis animateur au sein de l'AFGES et aussi associé, en charge d'un certain nombre d'animations, de sessions de formation, notamment sur des thématiques ALM, sur des problématiques comptables, notamment sur des problématiques aussi de solvabilité. Et donc, c'est un des thèmes en lien avec nos formations que nous dispensons ce soir, que nous allons traiter sur cette problématique de liaison entre banques et dettes souveraines. Et puis moi, je m'appelle Luc Beaugrand, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Je suis aussi associé à l'AFGES et je vais, durant cette petite heure, eh bien, je suis chargé de poser les questions à notre spécialiste Alain pour qu'il puisse vous répondre au mieux sur ce sujet intéressant. Et donc, ma première question, Alain, pourquoi avoir choisi de traiter ce thème, banque et dettes souveraines, les liaisons dangereuses, et surtout, pourquoi maintenant? Alors, bon, évidemment, le sujet de la dette souveraine, il suffit simplement d'ouvrir à peu près le premier journal venu pour se rendre compte que c'est un thème d'actualité qui va d'ailleurs durer
puisqu'il y a une négociation, enfin en tout cas le sujet en fait du budget qui va revenir en fait tout au long du mois d'octobre, sur lequel nous allons revenir. C'est un sujet qui est net d'actualité politique. On a une problématique budgétaire qui est omniprésente, qui est d'ailleurs pas vraiment récente. Mais si cette actualité est très focalisée aujourd'hui dans la presse sur la dette souveraine, sur la dette française, sur le budget et les orientations donc budgétaires, on ne parle pas, ou quasiment pas, des implications bancaires. Alors même que les implications du rating souverain sur les banques sont importantes, c'est ce que nous allons mettre en avant en fait ce soir, et que les canaux de transmission de crise sont en réalité multiples entre le souverain et les banques. Il ne s'agit pas uniquement d'un sujet qui est français, c'est une thématique en fait générique qui est connue d'ailleurs des différents organes de supervision, de régulation, qui est d'ailleurs assez ancien, qui avait été mis en avant en particulier lors de la crise des dettes souveraines dans les années 2010-2011. Et puis il y a aussi une actualité réglementaire avec l'application de Bâle III Endgame, de Bâle III finalisé, et sa transposition en droit européen, CRR3, au 1er janvier en fait 2025. Parce que il y a un lien entre la CRR3 et les canaux de transmission que tu évoques? Alors c'est pas le cœur de CRR3, mais il y a effectivement un lien, d'abord parce qu'il y a un rappel de ce qu'est, parce qu'il y a un rappel évidemment dans la CRR3 sur le traitement bâlois des expositions en fait souveraines, et parce qu'il y a une nouvelle méthode de pondération bâloise des établissements bancaires dans la CRR3, et un début de volonté, on y reviendra, un début de volonté du régulateur de rompre le cordon ombilical qui lie la partie souveraine, donc le souverain en fait, et les banques. D'accord. Alors, pour ce soir, alors sur ce thème des dettes souveraines et banques, quel sujet souhaiterais-tu prioriser ce soir pour ce live d'1 heure? Alors, il faut évidemment 1 heure, ça passe très vite, donc on a dû sélectionner les thèmes, surtout que le sujet est en réalité assez riche. Donc, au programme de ce thème d'1 heure, de ce live d'1 heure, il faut qu'on fasse bien sûr un point, et on commencera certainement d'ailleurs par des premiers éléments budgétaires, parce qu'il faut qu'on parle un tout petit peu du souverain pour aborder des problématiques en fait bancaires. On parlera bien sûr du niveau de dette souveraines qui sont détenues par les banques françaises, essentiellement par le buffer de liquidité via le ratio LCR. On analysera aussi les incidences sur les bilans bancaires et évidemment l'incidence de la rating des dettes souveraines, en premier lieu la rating de la France, sur la valorisation des buffers de liquidité à l'actif, sur des problématiques de coûts de refinancement passif, sur des implications sur ce qu'on appelle aussi l'économie réelle. On évoquera des problématiques et surtout les multiples dérogations qui sont accordées au risque souverain dans le traitement réglementaire et prudentiel, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Donc, c'est toutes les liaisons qui sont justement dangereuses entre le souverain et les établissements bancaires, notamment la pondération bâloise qui est déconnectée du rating de la dette souveraine, des études qui ont été menées dessus et des états de réflexion sur le sujet. Et notamment, on passera aussi par l'impact du coût du risque des variations de rating sur les encours de crédit, notamment comment tout ça se répercute sur ce qu'on appelle l'économie réelle. Bien, très très beau programme en effet. Alors, puisque nous allons évoquer la transmission du risque souverain aux banques, commençons déjà par un court état des lieux de la dette souveraine française, si tu en es d'accord, même si beaucoup a déjà été dit sur le sujet. Est-ce que tu peux nous résumer la situation actuelle en quelques mots? Alors, la situation actuelle, il faut forcément qu'on parle en fait de... Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a en réalité décidé de parler en fait de ce thème, c'est qu'on a effectivement un sujet qui est omniprésent, inquiétant. On a repris sur cette slide des éléments en fait des échos, mais
en réalité, les titres seront bien plus nombreuses. Donc, un résumé, oui. Le résumé, ce sont des chiffres et des records, en fait. Et ça pense assez bien la situation actuelle. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, le dernier rapport, c'est juillet 2024, donc c'est très récent, qui résume assez bien les sujets de préoccupation qu'on retrouve d'ailleurs repris de manière diverse. Une dette publique française qui bat un record à 3100 milliards d'euros et qui excède de plus de 700 milliards de son niveau d'avant-crise. Ça, c'est pour ce qui est la partie chiffrée, et ça donne l'ampleur de l'augmentation sur des délais qui sont finalement assez courts quand on regarde les perspectives d'évolution au cours des 2 dernières décennies. Un déficit public en 2023 à moins 5,5% du PIB et des projections qui n'étaient d'ailleurs pas attendues, mais qui sont presque confirmées à 6% en 2025, et qui sont au-delà du pacte de stabilité européen, dont on a rappelé régulièrement la limite, là aussi dans la presse, à 3%. Ce qui veut dire que en 2025, la France franchira le seuil symbolique des 300 milliards d'euros d'émissions en fait, d'OAT. On doit sans doute être plus proche des 315 milliards d'émissions, donc c'est encore plus que les 285 milliards qui ont été émis en 2024. La dette, c'est une charge d'intérêt, et c'est important de le comprendre, qui pèse 51 milliards d'euros par an, et on reviendra sur cette charge d'intérêt parce qu'elle peut bien sûr augmenter, s'accentuer, avec la hausse du spread de crédit en fait de la France. Évidemment, c'est un impact sur les taux d'intérêt qui seront et la charge et la dette qui va se renouveler au fur et à mesure que les anciennes dettes sont remboursées. Et donc, évidemment, ce qui peut s'accentuer. Ces 51 milliards, on les rapproche souvent au budget de l'État, et ça donne, c'est l'un des tout premiers postes. Nous ne sommes pas loin du poste qui est accordé au budget de l'éducation nationale, qui est de 86 milliards d'euros par an. Donc, la charge de la dette, c'est 51 milliards. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est 86 milliards. On reviendra sur les augmentations potentielles de charges d'intérêt. Ça veut dire que le poste même de l'éducation nationale pourrait arriver derrière, alors que c'est un poste qui est important, la charge de la dette. Dans un contexte, et là aussi, il faut prendre un peu de perspective, on n'en parle pas souvent, les plus mauvais élèves en fait, de l'Union européenne, c'est l'Italie, en matière de budget ou de finances publiques. Sauf que ce qu'on dit moins, c'est que par exemple l'Espagne, l'Italie, même le Portugal, sont tous en voie de redressement et donc d'amélioration. Ce qui est une particularité française, c'est qu'on a une divergence marquée avec les trajectoires des principaux États européens qui sont tous engagés dans des politiques d'assainissement de leur dette publique, y compris pour les États comme l'Italie, qui ont une prime de risque qui est en réalité bien supérieure à la France. Donc on a une dégradation presque continue pour l'instant, et on va voir qu'il y a d'ailleurs des conséquences sur notre spread, sur la prime de risque, et évidemment les conséquences aussi pour les banques. Donc conséquence aujourd'hui de ce premier état des lieux, sur ces quelques chiffres, on a beaucoup parlé d'une première dégradation de la rating de la France qui est passée en A-, c'était l'évaluation en fait de Standard & Poor's, c'était en mai 2024. Et aujourd'hui, on va d'ailleurs bien sûr y revenir ce soir, nous avons un taux de rendement, prime de risque, taux de rendement pardon, de la dette française qui surpasse à présent ses voisins. Là, ce sont les chiffres de septembre, et un CDS, un Credit Default Swap souverain, qui traduit ces mauvaises nouvelles et projette les inquiétudes futures. Inquiétudes parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus et un peu de pessimisme aussi dans la capacité à redresser les finances publiques et ce dérapage de la dette. D'accord. Puisque tu fais le lien entre la charge de la dette publique et la rating France, peut-on estimer le coût d'un downgrading? Alors, oui, on peut. En réalité, c'est le cas, c'est ce qu'on met en avant dans le cadre de cette slide qui est projetée sur la charge de la dette négociable française qui est donc difficilement tenable. On a ici une présentation du programme de stabilité qui est publié par le gouvernement sur la période 2023-2024.
On a un tableau avec des bar charts qui sont croissants et qui simplement résument l'impact d'un choc de taux de 1%. Alors, sur la charge maastrichtienne, mais c'est une méthode de calcul qui en réalité n'est pas très originale, mais qui vient simplement marquer ce que représente un taux de 1% sur la charge des OAT, donc de la dette, c'est la principale dette négociable en fait française, à la fois sur la partie très court terme et puis sur la partie long terme, c'est-à-dire sur la partie OAT. On a un tableau croissant, pourquoi? Donc on mentionne la charge de la dette complémentaire, en plus chaque année, parce que en réalité, chaque OAT qui est remboursé doit être renouvelé. Et la nouvelle dette qui est émise se fait à un taux qui est supérieur. Donc ce serait assez logique d'avoir une croissance continue si on avait un choc de taux de 1% sur cette charge. Ce qui est important, c'est de faire le lien avec le downgrading. C'est-à-dire que là, on a un impact d'un choc de taux de 1%. Et nous savons qu'à chaque fois qu'une dette négociable ou qu'un souverain est dégradé d'un cran, comme ce que nous avons vécu, ça coûte à peu près 30 points de base, c'est-à-dire 0,3% sur le taux de rendement de la contrepartie dégradée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a effectivement pu être observé entre l'écart de spread de rendement entre la France, entre la charge, en fait, le rendement de l'OAT de l'État français et l'équivalent allemand qui sert un peu d'étalon. C'est aujourd'hui la différence qui correspond à cette dégradation qui est en réalité récente. Donc, sur la base du tableau qu'on présente, on peut approximer une charge d'intérêt d'environ plus 10 milliards d'euros d'ici 2033, à condition qu'il n'y ait pas de downgrading complémentaire, puisqu'évidemment, ça viendrait s'additionner. Alors, pour rappel, par rapport à cette notation, on a des notations différentes. C'est AA- et AA2 pour respectivement Moody's and Fitch, et AA- pour Standard & Poor's depuis juin 2024. Ce qu'on a moins mentionné, c'est que derrière la dégradation de l'État français, quelques jours plus tard, on a aussi dégradé 7 entités du secteur public en fait français. C'est ce qui a suivi début juin. Alors, on ne va pas les lister les 7. Il y a bien sûr la Caisse des dépôts et des consignations et la CADES, qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est important parce que des lignes CADES, il y en a plein dans les buffers de liquidité des banques. Toutes les banques possèdent dans leur HQLA des lignes CADES, ce qui veut dire qu'on a des niveaux de dégradation qui sont déjà constatés dans même les titres qu'on possède. Moi, j'ai pu en voir en fait directement dans les buffers de liquidité d'établissements bancaires. Donc voilà pour cette charge ou l'impact qu'on peut avoir, ou en tout cas quelques perspectives sur les CDS, enfin en tout cas sur la charge de la dette négociable avec des potentiels chocs de taux en lien avec la rating de la France. Merci pour ces explications génériques sur les dettes souveraines, les ratings et l'évolution conséquente de la charge d'intérêt. Tu as évoqué la prime de risque de l'État français qui a apparemment fortement évolué au deuxième semestre. Quel indicateur de marché nous permet de mesurer ce spread? Alors on arrive, bien sûr, on arrive sur l'impact marché, et puis on va bien se rendre compte que c'est aussi l'objet de ce soir, c'est le lien en fait avec les banques. Le premier en fait sujet, c'est le CDS 50 de l'État français qui mesure, qui est le thermomètre en réalité de la prime de risque de l'État français. Je rappelle que le CDS, c'est un indicateur de marché pour mesurer le spread de crédit, c'est un crédit default swap. C'est un contrat contre le risque de défaut qui permet de se prémunir du risque de défaut de la contrepartie, et ça permet d'apprécier la probabilité de défaut des acteurs de marché. Donc c'est la vision des acteurs économiques de ce qu'ils pensent très concrètement d'un potentiel défaut. Alors évidemment, et c'est pour ça que qu'on a produit en fait cette slide, c'est qu'on voit, bien sûr, j'ai fait exprès de mettre la date en relief du 27 juin, puisque on a un pic remarquable à fin juin qui correspond à la période législative en France. Et donc,
l'impact des futures décisions budgétaires ou des dérapages complémentaires à attendre en fonction des politiques qui seraient menées. C'est vraiment pas courant, on n'a pas pu remonter en fait dans le temps, mais avoir un spread qui évolue de manière aussi forte, ça veut simplement dire que à ce moment-là, la vision en fait des marchés, c'est de considérer qu'il y a les politiques qui vont être menées par ceux qui prétendent être au pouvoir, en tout cas ce qu'on anticipe, font craindre le pire sur la gestion de la dette et donc l'inconséquence, enfin l'estimation de la probabilité de défaut en fait du souverain. Alors justement, puisque nous évoquons ce soir les liaisons entre les dettes souveraines et les banques, est-ce que les primes de risque des banques françaises, les CDS, sont impactées par les incertitudes de la dette française et donc du risque souverain? Alors on y arrive. Là, on présente le CDS 5 ans de l'État français et on peut passer à la suite suivante et je peux même revenir en arrière. Je pense que c'est flagrant dans la comparaison qui est faite. Je rappelle que la courbe du haut qui est mentionnée, c'est simplement dans cette slide la preuve par 3 que le CDS 5 ans de la France en haut à gauche, et on a pris au hasard Crédit Agricole en bas à droite, c'est le CDS du Crédit Agricole. Les dates qui sont pointées, ce sont celles de fin juin. On voit d'ailleurs une symétrie. Je n'ai pas calculé le coefficient de corrélation, mais c'est flagrant de voir l'impact des décisions potentielles souveraines, donc de politique, sur le CDS France et sur le CDS d'un établissement bancaire comme celui du Crédit Agricole, mais j'aurais pu prendre, vous avez les mêmes courbes pour BNP Paribas ou Société Générale. Donc clairement, les incertitudes budgétaires souveraines précédemment évoquées se traduisent de facto sur le CDS France et de manière corrélée, par exemple, sur le CDS CASA au second semestre. Ce qui veut dire aussi, donc premier constat, le CDS, c'est une marque de renchérissement de la prime de risque. C'est ce qu'on va retrouver dans le calcul des taux d'intérêt, c'est le spread de crédit. Donc, c'est la démonstration par les marchés que le renchérissement de la dette française se traduira par une prime de risque plus élevée bancaire. On le savait, mais là, on a simplement la démonstration. Et c'est assez logique puisque le spread de crédit bancaire s'ajoute au spread dit taux sans risque, en fait, du souverain. Un élément de nuance tout de même, dans le temps, il faut vraiment que l'élément soit impactant, comme on l'a vu là, par exemple, pour des événements politiques ou législatifs, pour qu'il y ait vraiment cette corrélation qui soit encore plus forte, parce qu'aujourd'hui, les banques françaises sont des banques systémiques mondiales et que la part de marché, en réalité, ou de la France, dans le poids des comptes consolidés, que ce soit BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole, en réalité, le poids de l'économie française est en réalité inférieur de 50% dans le bilan consolidé en fait de ces banques. Ce qui a évolué, c'est l'effet de la mondialisation. On a des banques qui sont présentes dans plus de 70 pays, 800, 900 filiales pour les banques qu'on vient d'évoquer là à l'instant. Donc, c'est normal que l'impact soit un peu plus dilué. Quelque part, c'est tant mieux. Mais on a quand même un impact qui est extrêmement fort. Il faut tenir compte du pourcentage d'activité opérée dans le pays pour estimer en fait une nuance sur l'impact du CDS. Mais on voit bien que le premier élément qui est démonstration par visuellement, CDS, quand le CDS, la dette française va mal ou qu'on se pose des questions, on a un impact très direct auprès des banques françaises. Je n'ai pas mis encore toutes les courbes de CDS, mais pour les autres banques, c'est la même chose pour les grandes banques françaises. Oui, en effet, ce document montre vraiment l'incidence du souverain sur les banques, en tout cas la perception du marché. Peut-on déterminer la nature des canaux de transmission du risque souverain au système bancaire? Alors, on va rentrer évidemment ce soir dans le dur du sujet sur les canaux de transmission. D'abord, c'est un sujet qui est assez connu, mais qui n'a jamais fait l'objet, on va le voir après, d'applications prudentielles. Mais elles sont en fait plutôt bien partagées. C'était repris dans un rapport de l'ESB signé par Mario Draghi, mais c'était en 2013. C'était repris par le comité de Bâle un peu plus tard, mais il n'en a rien fait de spécial. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a d'abord les expositions souveraines détenues. Tout simplement, on a dans les banques françaises, on a le droit de financer les collectivités publiques, on a le droit de financer un stade, on a le droit de financer une mairie, on a le droit d'avoir tout simplement des expositions de crédit souveraines ou assimilées.
Et l'augmentation du risque souverain peut entraîner des pertes sur les expositions de crédits souveraines qui sont détenues par les banques en affaiblissant directement le bilan. Ça, c'est l'exposition directe de crédit classique. Et on en a bien sûr au sein des banques françaises. Deuxièmement, nous avons les garanties. L'augmentation du risque souverain, on a beaucoup de garanties souveraines qui sont utilisées par les banques, garanties de l'État français, qui viennent en réduction du risque, notamment qui est porté par les banques. Donc, ça viendrait accroître le coût de financement. On rappelle qu'on a une utilisation fréquente des obligations souveraines en garantie des repos. C'est quand même le premier instrument de refinancement, les repos et les reverse repos interbancaires. Donc, si je viens affaiblir la valorisation de ces garanties, je viens augmenter tout simplement le coût de refinancement de manière classique, puisque la qualité de ma garantie est plus faible. De manière plus générique, je rappelle que dans l'univers Valois, on a aussi des techniques de substitution qui font que je peux directement pondérer potentiellement la garantie sous-jacente. Par conséquent, une dégradation de qualité de crédit va s'impacter directement sur moi. Un sujet massif, très important, je ne dirais pas que c'est mon dada, mais j'en parle souvent parce que c'est un sujet phare, des besoins de liquidité à un buffer de liquidité qu'on appelle HQLA. En cas de relèvement du spread du crédit souverain, on va avoir une accentuation. On a déjà des besoins de liquidité qui sont naturellement plus importants et ça impacte le placement collatéral en garantie de refinancement BCE. Nous avons un effet de falaise, c'est-à-dire que le risque souverain, c'est entre guillemets cette notion de taux sans risque. Je mets entre guillemets parce que ça ne veut rien dire un taux sans risque. Même le souverain, on sait très bien, et on l'a vu, on a même des constats, que c'est risqué, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas zéro. Et l'abaissement de la note de crédit des emprunteurs souverains produit un effet de falaise qui va automatiquement entraîner des baisses de notes d'autres entités, puisque la note de la dette souveraine constitue un plafond pour les autres ratings. Il faut revenir à nos cours de fac ou d'école de commerce. Rappelez-vous, on parle d'un taux sans risque plus un bêta plus un spread. Donc c'est du plus. Ça veut dire que le spread de crédit du risque souverain qui augmente, automatiquement, il y a un effet de falaise, mais presque un effet de tsunami sur le reste. Le canal macroéconomique, on a la cristallisation du risque souverain qui peut en réalité entraîner une récession, puisque à son tour, ça va en réalité accroître le risque que présentent les emprunteurs, ainsi que la fragilité des banques et leur coût de financement, et on entame des durcissions des conditions de crédit. On a un autre schéma qui vient juste un peu plus loin, mais qui vient aggraver la récession. Enfin, on a une activité bancaire de tenue de marché. Certaines banques, les grandes banques françaises, détiennent des titres de dette souveraine dans le cadre de leur fonction de spécialistes en valeur du trésor, en teneur de marché pour ces instruments. On reprend par exemple dans cette slide la présence, c'est un extrait du rapport Agence France Trésor, le dernier qui a été émis, sur le marché primaire, sur le marché secondaire. Nous avons évidemment les banques françaises, BNP Paribas et Société Générale, pour ne pas le nommer, c'est celles qu'on voit ici, qui sont très présentes. Mais quand j'interviens sur un marché primaire, je suis obligé d'acheter des titres, quitte à avoir d'ailleurs de la colle, et donc je détiens une partie des titres pour faire l'animation de marché. Donc on est même dans l'activité de placement de valeur du Trésor, les établissements sont présents et ont aussi une exposition en fait à ce titre. Donc les présences sont en réalité vraiment multiples. Très bien, très bien. Ces explications donc mettent en lumière les canaux de transmission dans le cadre des activités bancaires. Et alors, quels sont les postes du bilan bancaire impactés par le risque souverain? Et surtout, est-ce que ces canaux de transmission peuvent avoir des incidences sur l'économie réelle? Alors, on a des canaux de transmission, donc c'est la slide qui est présentée, qui se résume, je crois, assez bien
dans ce schéma si on arrive à le lire dans le bon sens. Premier élément, nous avons à droite, dans la partie banque, un renchérissement automatique du coût de la dette des banques. Les canaux sont suffisamment importants et on l'a vu dans le cadre du CDS, on l'a démontré, on renchérit le coût de la dette, donc au passif, dans la catégorie higher funding cost, on a inévitablement une augmentation des coûts de la dette. Bien évidemment, si mon refinancement me coûte plus cher, je suis obligé d'impacter, comme n'importe quelle entreprise, ce surcoût auprès des prêts. Sauf que les prêts qui sont plus chers avec des taux plus élevés se trouvent plafonnés. Nous avons des règles, notamment avec les règles du Haut Conseil de stabilité financière, qui sont très vigilantes sur, notamment pour les prêts particuliers, sur la solvabilité des emprunteurs. Donc, on renchérit les prêts, mais on a une offre de crédit qui va se réduire. Donc, c'est ce qui amène, ce qu'on évoque en fait un peu plus bas, le weaker economic growth, c'est qu'automatiquement, quand je viens renchérir, quand je viens élever le coût du crédit, je viens automatiquement faire une pression sur la distribution de crédit et on rentre sur un deuxième élément de récession et donc d'abaissement du niveau des taxes qui vient du coup entretenir ce que nous avons d'ailleurs remarqué, et c'est un sujet qui est d'ailleurs soulevé, c'est le fait d'avoir des ressources fiscales, enfin en tout cas des sources fiscales qui sont du coup affaiblies. Donc on a bien le niveau debt load qui est enclenché. Deuxième élément, on a aussi une part de government bonds, c'est-à-dire de titres d'État. Les banques en sont pleins, on en beaucoup. Vous avez un spread de crédit qui augmente, la valo baisse. Ça, c'est automatique, c'est mécanique, l'utilisation des cash flows. On a de multiples éléments. Le dernier exemple en date, il est très connu, c'est la SVB, des titres qui étaient en HTM, 400 points de base d'augmentation de spread, pas de crédit, mais de taux, mais il n'empêche, ça ne change rien. Ça vient baisser la valeur. Une banque qui n'a pas suffisamment de fonds propres pour absorber les pertes, une recapitalisation qui ne se fait pas. Donc, c'est dramatique, ce sont des pertes importantes. La flèche entre government bonds et l'equity, c'est ça, c'est que nous avons une chute conséquente du CET1 des banques, parce que quand on a beaucoup de pertes, eh bien, ça fait des moins-values latentes, ça se traduit par un résultat très amputé, donc un equity qui est aussi affaibli. Et enfin, dernier round table, si on a une augmentation du spread de crédit, notamment des bonds, eh bien automatiquement, nous avons une dégradation aussi des loans en RWA, je parle, du rating et des government bonds, et donc ça coûte plus cher en RWA. La logique, plus ma rating est faible, plus j'ai une pondération qui va naturellement augmenter. Donc, c'est vraiment pas une série de bonnes nouvelles, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le schéma qui est présenté, ce n'est pas un schéma de probabilité, c'est une réalité implacable, mathématique presque, des conséquences réelles en cas d'augmentation sévère en fait du rating et des canaux de transmission. Il n'y a pas de rupture ou de flèche qui soit présentée ici, qui soit en pointillé ou qui soit hypothétique. C'est une réalité des conséquences de l'impact en fait du souverain. Et donc, nous voyons de facto les liens étroits tissés entre les États et les banques et la dangerosité pour les banques si les États venaient à faillir. Et n'est-ce pas justement le rôle de la réglementation prudentielle bancaire d'atténuer les incidences de l'un sur l'autre? Alors, on voit effectivement dans cette slide qu'il y a quand même beaucoup de risques et de liens et d'importance parce que les liens sont multiples. On l'a quand même beaucoup démontré quand même dans cette première partie de live. La réalité, elle est un petit peu violente, mais elle est aussi très froide. C'est-à-dire que c'est précisément l'inverse. C'est l'inverse parce que nous avons beaucoup de traitements en réalité dérogatoires sur prudentiel du risque souverain qui amplifie une contagion risque souverain et banque. C'est d'ailleurs l'objet de cette deuxième partie de live. C'est-à-dire que, en résumé, exclusion des souverains du ratio des grands risques, alors que je ne suis pas sûr que les souverains ne soient pas un grand risque, mais en tout cas, ils n'existent pas dans ce ratio. Un ratio de liquidité LCR qui favorise la détention des titres souverains de multiples façons.
Une pondération souveraine RW avantageuse, on ne peut pas faire plus que 0% comme avantage, on ne va pas non plus mettre une pondération négative. Et à l'inverse, on s'est quand même assuré, l'État s'est protégé, puisque on a un bail-out, c'est-à-dire tout risque de renflouement d'une banque par l'État, dans l'autre sens, qui est quand même limité par la mise en œuvre de la réglementation BRD, c'est-à-dire de redressement et de résolution des établissements bancaires. Donc on a mis un pare-feu, mais qui marche dans un sens. On voit d'ailleurs qu'il y a un intérêt de l'État, même si c'est un intérêt qui est un peu aveugle et très risqué, de ne pas avoir le système inverse, c'est-à-dire d'aller propager un certain nombre de risques, en tout cas de mettre beaucoup de souverains à l'intérieur des banques par de multiples voies dérogatoires. Alors, tu évoques le ratio LCR, liquidité LCR, qui favorise la détention des titres souverains. Et alors, pourquoi le LCR accorde-t-il ce traitement de faveur et quel est-il? Alors, le traitement de faveur LCR, il a fait couler beaucoup d'encre, il est aussi très connu, mais c'est impossible de ne pas en parler ce soir, tellement c'est visible comme le nez au milieu de la figure. C'est un traitement plus que favorable de la dette souveraine. On rappelle que ce ratio a été décidé par l'application de Bâle 3 qui date de décembre 2010. Pour ceux qui ne le savent pas, en un mot, c'est le Liquidity Coverage Ratio. L'objectif, c'est de dire, lorsque j'ai beaucoup de sorties de cash dans un environnement stressé, par exemple des retraits de dépôts massifs, il me faut des titres liquides à vendre pour obtenir le cash. Et alors, on a légiféré en Europe par le tableau suivant. On a fait différents niveaux de détention. Donc, on a très encadré à la fois la décote potentielle des titres qu'on achète et le montant. Alors, vous verrez que les titres souverains qui sont pondérés à 0%, eux, c'est open bar, c'est-à-dire pas de décote. Je prends 100% de ce que j'ai et illimité. Donc, je peux acheter que des OAT pour remplir mon ratio de HQLA, ça ne pose aucun problème. Et ça pose d'autant plus... Et on a confirmé ce traitement dérogatoire parce qu'on aurait pu imaginer que le règlement délégué de 2015, qui incite les banques à diversifier leurs titres HQLA, puisse justement apporter un peu de nuance sur l'orgie qu'on doit faire de dette souveraine. Mais l'article 8 vient gentiment proposer de diversifier, sauf pour la dette souveraine de leur pays d'origine, pour la dette souveraine qui est issue de la juridiction dans laquelle elles exercent leurs activités. Ça veut dire que si vous pouvez avoir une petite barrière de diversification, on s'est surtout assuré de faire en sorte qu'elle n'existe pas. Bien sûr, on l'aplatit. Voilà. Alors, il y a quand même un peu de, on va dire, de considération. Il y a quand même des gestionnaires de risque qui font attention dans les établissements bancaires pour diversifier leur ratio, enfin leur HQLA. Mais il faut savoir que ce ratio LCR a objectivement un autre intérêt, c'est qu'il force les banques à être les premiers acheteurs avec les assurances de dette souveraine. Donc on impose finalement aux banques d'acheter massivement de la dette. On va en parler un petit peu plus tard, c'est peut-être d'ailleurs une forme de soutien de cours. On rappelle au passage qu'on a ici une distorsion qui est évidente, les titres souverains pondérés à 0%, on va y revenir, ils sont pondérés à 0%. Est-ce que le CDS montre que la prime de risque, c'est 0? On n'a pas un CDS à 0, on l'a vu, donc ça ne veut rien dire d'avoir 0%, même sur un titre souverain, puisque le risque souverain, l'appréciation du marché n'est absolument pas le fait d'avoir une probabilité de défaut à 0. Dernier élément, on considère que les titres souverains sont très liquides, ce qui est faux. Les titres de créances négociables français qui se négocient à 3 mois ne sont pas liquides et ne sont pas échangeables dans les 3 mois qui suivent leur acquisition, mais on considère qu'ils sont liquides parce que on peut les mettre en garantie des refinancements BCE. Donc, ceci justifie cela, mais la définition stricte de la liquidité ne correspond pas forcément à cette classification LCR qui n'a pas beaucoup bougé, à part le règlement délégué, mais qui en réalité n'apporte pas vraiment d'incidence ou d'infléchissement sur le traitement des souverains dans le buffer de liquidité des banques. Donc finalement, tout en renforçant les règles d'encadrement du risque de liquidité, le régulateur, il a amplifié la transmission de la contagion entre souverains et banques, non? Alors, j'ai
je suis obligé de vous dire, enfin, je suis obligé de te dire, Hugues, que c'est absolument le cas. Quand on parle de traitement des banques, on a parlé ici d'un aspect théorique. Maintenant, parlons de chiffres. Ça, c'est le rapport de l'Agence France Trésor de 2023. Je n'ai fait qu'une extraction de l'agence. Vous pouvez le télécharger, c'est public. Il n'y a pas tant de ça de pages, c'est très facile. J'ai simplement ici recopié l'image, notamment des émissions. On y voit par exemple que l'OATI, l'OAT indexé sur l'inflation, l'OATI émise l'année dernière, a été souscrite par les banques à hauteur de 54%. Et en plus, on le voit d'ailleurs très précisément, 37%, vous ne voyez peut-être pas, il y a marqué banque, entre parenthèses, gestion actif-passif. C'est-à-dire que pour l'ALM des banques, pour la liquidité, on le dit, pour le HQLA, puisque c'est le rôle de l'ALM, on a souscrit, ce sont les établissements bancaires qui ont acheté 37% de l'OATI qui a été émise en réalité l'année dernière. Et ce qui est aussi intéressant, ce qu'on ne dit pas, mais qu'on peut expliquer ce soir, l'OATI, c'est une OAT indexée sur l'inflation. Or, c'est ce dont les banques sont très gourmandes, parce qu'en achetant une OATI, on vient couvrir le risque inflation du passif avec les livrets d'épargne réglementés. Donc, c'est du pain béni, en fait, pour une banque, puisque ça me permet de couvrir, d'avoir un titre liquide qui répond à mon HQLA, et en même temps, je viens couvrir une partie de mon passif qui est indexé à l'inflation. Je rappelle qu'une partie des livrets A, les livrets d'épargne populaire, livrets de développement durable, sont en partie indexés sur l'inflation, même si ces décisions relèvent du ministère en fait, des Finances. Donc c'est une façon aussi de couvrir le risque inflation. Mais la démonstration qui est faite ici, c'est que nous avons des banques en pole position pour acheter de la dette négociable française. Encore une fois, 37% pour les équipes ALM des banques et 17% pour les autres établissements bancaires. J'ai été particulièrement sympathique, je n'ai pas rajouté les 13% des assureurs, dont beaucoup d'ailleurs sont des filiales bancaires. Donc ça veut dire qu'on pourrait atteindre plus de 65%. C'est un chiffre qui est un peu fou, mais qui est extrêmement concret sur le rôle des banques dans l'achat de la dette négociable française. C'est même pas moi qui le dis, en fait, on a juste à prendre les chiffres qui sont publiés dans les rapports. Là, nous avons, dans ce rapport d'information de la Commission en fait, des finances, qui là aussi est assez récent, hein, qui date de mai 2024, sur la nature des investisseurs servis dans le cadre des syndications, on retrouve des chiffres qui sont tout à fait similaires. Sur la période 2019, sur les OAT indexés, on a cette fameuse colonne grise à 36%, parfaitement conforme à ce qu'on a vécu, ce qu'on a précisé précédemment. Alors, les banques détiennent donc massivement dans leur portefeuille d'actifs des titres d'État comme les OAT, donc les OATI. Mais est-ce que la proportion est la même d'une banque à l'autre? Est-ce que ce stock peut évoluer en fonction de la rating du souverain en question? Alors, là, c'est quelque chose d'assez surprenant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une extraction, tout simplement une analyse qui est faite au sein de l'Union européenne et qui vient, regardez la source, hein, c'est la Banque Centrale Européenne, ce sont des données statistiques. Hein. Je n'ai même pas construit en fait ce tableau. Ça nous donne simplement en colonne de gauche les États membres. Dans les colonnes principales, c'est le risque premium. Regardez en fait là, le titre. La colonne de droite, il est indiqué le pourcentage de souverains dans les buffers de liquidité. Alors, on va tout de suite regarder les colonnes rouges. Les lignes rouges, ce sont celles qui ont les primes de risque les plus importantes. Par exemple, en décembre 2022, nous avons la Hongrie à 655 de premium, la Pologne à 453 et la Roumanie à 509. Et bizarre, on se rend compte que plus la prime de risque est élevée, plus le pourcentage dans le buffer de liquidité du souverain en question est importante. On voit par exemple en Roumanie 70% du buffer de liquidité qui est en réalité de la dette souveraine, 52% pour la Hongrie, 76% pour la Pologne. Ce sont les trois lignes rouges et ce sont les trois pourcentages les plus importants. Donc, démonstration en réalité est faite que nous avons, plus la prime de risque est importante au sein des États membres, plus le pourcentage de souverains
est important. Ce qui veut dire que ce pourcentage est donc avec un double impact. Plus la prime de risque est importante, plus la valorisation du souverain baisse, ce qui veut dire qu'on en achète 2 fois plus. Bon, de là à penser que les banques en question agissent, les banques des États en question agissent en soutien de cours aux États en question, bah, enfin, à la demande politique, c'est quelque chose d'assez flagrant. Donc, en général, plus il y a une dégradation des finances publiques et d'augmentation de la prime de risque, parce que c'est ça en fait le sujet, plus on a de chances d'avoir les banques de ces États qui, en réalité, achètent encore plus de titres pour venir, de titres souverains de l'État en question, qui est en souffrance manifestement. Et donc, on a même une volonté politique, très certainement, de corrélation, d'augmentation encore de la corrélation quand ça va mal. On aurait pu imaginer l'inverse. C'est exactement l'opposé, en fait, qu'on constate par simple vision, en fait, de ce tableau. J'en profite d'ailleurs pour regarder la ligne France. Décembre 2022, on avait un spread de 54 avec un taux de détention de 16%, ce qui n'est pas beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on se négocie au mois de septembre à 80 points de base par rapport à l'Allemagne, puisque c'est les talons, c'est l'Allemagne, c'est la colonne toute bleu marine où il n'y a que des tirets. Aujourd'hui, on a 80 points de base. C'est très clair, quand on dégrade en fait la note d'un pays, on prend 30 points de base, c'est ce qu'on évoquait en début de session. Ça correspond à peu près à ce qu'on est en train de vivre. Alors, tu évoquais aussi précédemment une pondération souveraine avantageuse en RW. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur l'application de la CRR sur ce sujet? Alors, regardez en fait l'évolution de la CRR est assez intéressante, surtout d'un point de vue un petit peu historique. Bon, on rappelle déjà que historiquement, sous BAL 2, donc avant la CRR, la pondération des BOC en mettant standard, ce qu'on a repris dans le tableau, ça dépend de la qualité du rating du souverain. Donc la solvabilité était claire. Si un souverain va mal, vous avez automatiquement une dégradation de la note bancaire dans laquelle le souverain, dans laquelle la banque opère. C'était dans le tableau des méthodes standards. On ne peut pas être plus clair. On avait à peu près 20% d'écart entre la pondération de l'État et puis l'impact potentiel sur des établissements bancaires. Donc, si on avait un doute, bah, le principe balois l'avait déjà acté. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'entre BAL 2, 2004, et puis ce qui a suivi, notamment avec BAL 3 et BAL 3 finalisé, on a eu encore plus, on est en 2024, encore plus de mondialisation. Donc, on s'est dit, assez logiquement, on va aller changer en fait cette méthode, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. L'article 114 de la CRR nous dit simplement que les expositions sur les administrations centrales des États membres qui sont libellés et financés dans la monnaie nationale de cette administration centrale reçoivent une pondération de risque de 0%. Première question, est-ce que tous les États membres ont-ils vraiment une probabilité de défaut de 0%? Deuxième question, est-ce que c'est normal de considérer que le risque souverain, c'est-à-dire le CDS de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, on est tous pareils? On peut revenir sur la slide précédente. Je ne suis pas certain qu'on ait que des colonnes qui soient et des lignes strictement identiques. Donc, on a une volonté de la réglementation et sans doute un biais, parce qu'on est juge et partie. La CRR, c'est le Parlement européen qui représente les États. On n'est jamais mieux servi que par soi-même en se pondérant finalement tous à 0%. Est-ce qu'il y a une réalité de risque derrière? C'est pas sûr en fait. C'est pas sûr en fait du tout. Alors, on a effectivement une vision qui est une vision CR2 une vision CRR qui nous donne une corrélation assez forte entre les États en question et cette pondération en fait à 0%. Et est-ce que la CRR3 qui est applicable pour rappel en Europe 1er janvier 2025, est-ce qu'elle change le traitement de ces expositions du risque souverain et bancaire? Alors, le traitement souverain reste inchangé. Alors, inchangé parce que quand on voit la CRR3, on enjambe le sujet. Donc on en déduit qu'il n'y a pas d'évolution. Le souverain au sein de l'Europe est toujours le même traitement, mais on a adopté
le fait qu'il fallait vraiment évaluer les établissements bancaires sur une méthode qu'on appelle l'External Credit Risk Approach, c'est le paragraphe 45, afin de rompre le lien entre les banques et leur propre État, pour les expositions notées des banques, avec la condition que la notation ne considère pas un soutien implicite de l'État. Donc on précise dans la CR3 qu'il n'y aura pas de soutien implicite, ça veut dire que ce n'est pas une banque publique, ce n'est pas un organe qui dépend directement de l'État, ce n'est pas la BPI, quoi. Dans ce cas-là, on va avoir une rating qui dépend de la notation de la contrepartie, avec cet intercalaire on vient insérer le 30% pour une rating de A+ à A-. On précise au passage qu'on n'a toujours pas, on a une lente évolution DRWA souverain et bancaire dans la réglementation bâloise, légère, puisqu'on vient acter du fait de cette rupture, mais que en réalité, on a quand même toujours l'inclusion du souverain dans le ratio de levier. Alors, ça aurait été un comble de l'exclure, parce que le ratio de levier, il a presque été créé pour ça. Il a été créé pour contrecarrer les pondérations bâloises ou contrecarrer les crédits qui sont faits avec des RWA très faibles, et donc pour éviter d'avoir des bilans énormes parce qu'on a des RWA faibles. Donc, si on devait exclure les souverains, ça veut vraiment dire que le ratio de levier ne sert vraiment à rien. Mais on n'a pas d'exonération du risque souverain dans le ratio de levier. Très bien. Alors, nous avons donc dressé ce soir les axes de contagion et finalement les liaisons dangereuses entre les dettes souveraines et les banques, comme tu l'as très bien montré sur plusieurs aspects. Au regard des constats que tu as faits, peut-on dresser des pistes pour limiter le risque de contagion? Alors, on a des pistes qui ont déjà été élaborées. D'abord, les sujets qu'on évoque ce soir, ce n'est pas une découverte. Il y a un excellent rapport de l'ESRB qui est extrêmement précis, signé de Mario Draghi, qui établit sur 250 pages les relations entre banques et dettes souveraines, sur ce qui aurait pu être fait, même si ce rapport a 10 ans. Il y a l'analyse du comité de Bâle qui a été ouvert puis refermé. C'est très amusant d'ailleurs de lire les commentaires qui ont été faits, parce qu'évidemment, entre ce que pense Standard & Poor's et puis la Banque d'Italie, ou bien chacun met en fait son avis dans la balance, qui est quand même pas biaisé, mais très orienté. On a des documents de stabilité financière qui avaient fait appel à différents économistes pour se prononcer en fait sur le sujet, dont Daniel Nouy, qui s'était prononcé avant sa prise en charge à la BCE. Donc on a beaucoup d'éléments, de supports ou de pistes qui sont avancées. Et les pistes en fait qui sont mises en avant, bien c'est le contre-pied de ce qu'on a constaté en fait ce soir, c'est-à-dire remplacer le traitement préférentiel à 0% des RWA des États membres, même si on a beaucoup d'applications de modèles internes en Europe, y compris, enfin, en tout cas en France, mais qui sont en réalité excessivement faibles. Deuxièmement, on n'a pas de risque souverain dans le ratio des grands risques. C'est quand même très bizarre de dire que c'est sans doute le plus grand risque qu'on a en contrepartie, et de très loin dans un bilan bancaire, et qu'il soit complètement exclu. Bon, c'est quand même... Là, ça pose un vrai sujet. Peut-être introduire une exigence en capital spécifique pour le risque de concentration souveraine. Il y a un élément qui est arrivé cet été. Le Haut Conseil de stabilité financière a introduit un buffer sur le risque de concentration des entreprises, avec une notion notamment de notation d'effet de levier financier. Donc aujourd'hui, les établissements bancaires ont une surcouche finalement de capital si elles sont très exposées auprès de contreparties dont on estime qu'elles sont surendettées. Pour les entreprises, on pourrait imaginer d'avoir un traitement très similaire, spécifique en fonction de concentration du souverain, ce qui permettrait au moins d'avoir une poche d'absorption des pertes potentielles, et on sait qu'elles ne sont pas minces vu la quantité de souverains qu'on a à l'actif des banques notamment. Ça rejoint d'ailleurs le traitement macro-prudentiel des expositions souveraines, et on a des buffers qui sont très forts en fait sur ces éléments macro-prudentiels. On en a beaucoup, donc on sait faire. Nous n'avons pas d'annexe spécifique détaillée, d'ailleurs même dans le cadre de l'organisation de ce webinaire ce soir,
je n'ai pas de détails très précis sur les buffers de liquidité, ce qu'ils composent, leur concentration, même par grande typologie. Ce qui est quand même un comble pour des postes qui occupent près de 20% du total actif consolidé des banques. On n'a pas de détails vraiment suffisamment déclinés dans le cadre du pilier 3, qui pourtant représente un bon tiers des documents d'enregistrement universel, pour BNP, SG ou autres. On a plus de 250 pages de pilier 3. On peut rajouter quelques pages sur les analyses, notamment relatifs au risque souverain. Et puis, exonérer les buffers de liquidité, des traitements dérogatoires sur les dettes souveraines, à condition que ce traitement dérogatoire se fasse avec des francs, avec un phasing, parce qu'on ne peut pas dire d'un coup, changer la donne, on provoquerait des bouleversements de marché vu les quantités énormes qui sont détenues dans le HQLA européen. Donc il faudrait un phasing ordonné et obligatoire des établissements bancaires. Donc on a des pistes, ça nécessiterait des Q&A, ça nécessiterait des quantitative impact studies, mais aujourd'hui, les États n'ont aucun intérêt, en tout cas très égoïstement, à aller dans ce sens, parce qu'on est quand même bien content de diffuser une partie de la dette et de trouver des acheteurs ou de forcer les acheteurs. Je rappelle que ce soir, on parle de contagion, je n'ai pas dit un mot sur les assurances, qui sont même devant les banques en termes d'acquisition, et dont la plupart des banques sont des banques assureurs. On a d'ailleurs la plupart des remarques qui ont été faites ce soir, qui sont reportables, c'est repris dans le rapport du comité européen du risque systémique, qui sont vraiment très similaires dans l'environnement assurance. D'ailleurs, il y a Evelyne qui suggère qu'on pourrait aussi exiger la prise en compte du risque souverain dans les stress tests de l'ILAP. Alors oui, on n'a pas encore, en fait, à ce stade, effectivement, d'implication du risque souverain, mais est-ce qu'on veut l'avoir? Et c'est ça le vrai sujet, donc je partage le point d'Evelyne, mais si on le fait, si on veut avoir des mesures, mais on n'aura pas de mesures pour limiter, puisqu'il suffit de voir la slide qu'on présente. Ce n'est pas du tout l'intérêt aujourd'hui ni du régulateur, puisque en réalité, on est sur ce volet-là, juge et partie. Il y a eu bien sûr des recommandations du comité de Bâle, mais qui ont été tout de suite refermées, puisqu'on a toute légitimité en Europe à décider ce qu'on veut d'un point de vue réglementaire. Écoute, je te remercie beaucoup au nom de tout le monde pour le panorama que tu nous as dressé ce soir sur les multiples interactions entre la dette souveraine et les banques. Et en guise de conclusion, est-ce qu'on ne doit pas craindre un futur downgrading de la France dans les semaines qui viennent et des implications sur le secteur bancaire? Alors, à quoi on devrait s'attendre si la France était de nouveau downgradée? Alors, je suis désolé pour le teaser, mais on est déjà downgradé. C'est-à-dire que quand on regarde, on a un downgrading qui est implicite des marchés. J'ai pris les derniers chiffres, le plus récent, on est le 30 septembre. Au 25 septembre 2024, c'est-à-dire le taux de la dette française, le taux de rendement est au-dessus de l'Espagne qui est noté A et du Portugal noté BB+. Le différentiel de taux entre l'Allemagne et la France atteint 80 points de base. Et c'est le même qu'entre l'Allemagne et l'Espagne. Donc, j'ai rien. Il ne s'agit pas de mettre un pays en face des autres. Le sujet, c'est simplement de dire que quand on regarde les ratings et le coût de rendement, on est déjà comme si on était raté sur des niveaux de rating qui sont déjà bien inférieurs. Donc, la hausse du spread est déjà un signe annonciateur d'un downgrading. Donc, attention simplement, on oublie sur les conséquences. Downgradé, on voit l'impact en termes de points de base, ça c'est une chose. À force d'être downgradé, par contre, on va finir par changer de classification bâloise. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une pondération, il y a quand même des sauts qui sont faits. Et là, c'est une autre histoire, parce que si on devient passer de 0 à 20% ou de 20 à 30, ça a des impacts très directs sur le niveau, en fait, de solvabilité. Donc, les prochaines séances, et puis bien sûr, on essaiera de les garder très attentivement, c'est les prochaines, les dates prévisionnelles de prochaines décisions. Alors, DBRS a maintenu, n'a pas eu d'évolution sur la rating. On attend Fitch, Moody's et Standard & Poor's sur horizon octobre-novembre.
je ne peux pas prédire en fait ce qui sera dit. Je pense qu'on a les dates d'après qui seront encore plus importantes puisqu'elles acteront les décisions budgétaires qui vont arriver à l'automne et qui risquent de discuter, avec des discussions assez longues, je pense, au Parlement. Et puis sans doute on attendra les effets. On peut avoir quand même une note positive. On a des chiffres qui étaient bien pires pour l'Italie, pour l'Espagne. Il y a des niveaux de redressement qui sont absolument en fait possibles. Ce qu'on voulait mettre surtout en avant ce soir, c'est les moyens de protection, d'analyse, et mettre en avant les corrélations entre banques et dettes souveraines, parce que c'est pas toujours traité et pas du tout dans la presse. On parle beaucoup de la dette, mais pas des banques. Et nous, ce soir, on voulait ramener ça à l'AFGES sur le terrain en fait des établissements bancaires. Bien, écoute, Alain, c'était passionnant, inquiétant et passionnant à la fois. Voilà. Alors, je crois que, alors, je vais dire quelques mots pour conclure. N'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, à les poser sur le chat. Je les transmettrai à Alain. À une première question, quel moyen pour les banques aujourd'hui de se couvrir contre ce risque de taux obligataire? Alors, merci de votre question. Elle est extrêmement sensible. Pour se couvrir contre une OAT, quand on a une augmentation de 400 points de base de la courbe des taux, c'est pas très compliqué, on fait un swap de taux. C'est une définition de taux de marché. Pour se couvrir contre un risque de contrepartie souverain, je suis obligé de me couvrir avec des CDS. Si je me couvre contre un CDS, je suis en train de piler, contre le défaut de la France. Donc vous pouvez être à peu près sûr que les établissements bancaires ne vont pas se couvrir face à des OAT sur des notions de spread de crédit souverain. On a un sujet de CDS, il faudrait prendre un autre séminaire, de phénomène autoréalisateur. Lorsqu'on vend des CDS, imaginez toutes les banques qui se couvrent, ça viendrait provoquer une hausse du CDS qui viendrait s'amplifier. Donc ça, les banques ne le feront pas. Le moyen pour les banques aujourd'hui de se couvrir contre ce risque de taux, c'est la diversification. La diversification, même au sein du LCR, ça se fait déjà un peu, mais aller mettre ce qu'on met en avant sur les pistes en fait d'amélioration, c'est de les instaurer par nous-mêmes. C'est-à-dire des diversifications, c'est une gestion des risques qui, intrinsèquement, même si elle n'est pas exposée, vient chercher la vraie corrélation au risque avec des RWA qui seraient calculés. Mais par exemple, la diversification, notamment sur la partie buffer, est un élément naturel de limitation en fait du risque. En étant responsable, je ne vais pas céder des montants très conséquents sur les marchés du jour au lendemain, mais on peut orienter une évolution de son portefeuille, entre autres. Très bien, écoute, merci beaucoup Alain. Alors, nous voilà arrivés bientôt à la fin de ce webinaire. Alors, l'AFGES vous propose les semaines prochaines un certain nombre de webinaires sur des sujets divers et variés. Alors, on va avoir demain un webinaire sur la lutte contre la corruption. Merci Kabadramé. Avec une vision africaine, nous avons deux intervenants demain, c'est Monsieur Bouzizoua et Monsieur Boa qui vont intervenir sur ces problématiques de corruption, de lutte contre la corruption en Afrique, qui précèdent d'ailleurs des interventions que nous allons faire nous-mêmes sur ce sujet en Afrique. Le deuxième thème, donc le 8 octobre, c'est la cartographie des risques au service d'une entreprise responsable. Deux spécialistes de ce sujet, Béatrice Bonmichel et Yvan Aioli, qui travaillent depuis des années sur ces sujets de cartographie, d'identification des risques, de mesure des risques. Le 29 octobre, nous aurons la problématique la problématique ESG pour les institutions financières. Et Dieu sait que c'est compliqué. Animé par Evelyne Ngotu et Yannick Lucotte, donc deux de nos spécialistes sur ce sujet. Ils auront le plaisir, les uns et les autres, de vous annoncer les webinaires au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir récupéré, alors ceux qui sont inscrits,
peuvent récupérer l'enregistrement, enfin, ils auront l'enregistrement directement. Et si vous avez des personnes qui n'ont pas été inscrites et qui seraient intéressées par ce sujet, vous pouvez le récupérer sur le site de l'AFGES, dans la partie actualité. Et là, vous pouvez donc récupérer ce webinaire. Voilà. Alain, un petit mot ou... Non, merci en fait. J'espère que ça vous a en tout cas éclairé ou donné quelques éclairages sur ces éléments. Merci Hugues en fait aussi de l'organiser ensemble. C'est toujours un plaisir. J'espère vous retrouver pour d'autres thématiques d'actualité. Très bien. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous. J'espère que cela aura, sur un sujet sérieux et parfois dramatique, j'espère que cela aura vous intéressé. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans les webinaires de l'AFGES. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.